Alors, on va tester comme ça. Donc, du coup, aujourd'hui, je fais le commentaire en vidéo du PDF sur la troisième partie de la géométrie dans l'espace. Donc, il y a le produit scalaire dans l'espace et on verra aussi donc, les plans et les intersections de droite et flanc et les intersections de plans. Donc, ici, j'ai construit un PDF. Alors, je me suis très largement inspirée d'un PDF qui existait déjà, qui est de Christophe Rossignol et qui est très bien construit. Donc, on commence avec des rappels sur le produit scalaire du plan que normalement vous avez tous vu en première. Donc, la forme triangulaire du produit scalaire, c'est lorsque vous faites U scalaire V et que c'est un demi de la norme de U plus V au carré plus la norme de U au carré plus moins la norme de V au carré, pardon. L'expression trigonométrique, c'était avec le cosinus, si vous vous rappelez bien, le cosinus entre les deux angles. L'expression dans un repère orthonormé, donc si on vous donnait les coordonnées de U et de V, du coup, vous faisiez x fois x' plus y fois y'. Et l'expression à l'aide de projection, donc vous faisiez le projeté orthogonal d'un des deux vecteurs sur l'autre, et du coup, vous pouviez vous contenter de faire le produit scalaire avec le projeté. Cette ligne-là, on va peu s'en servir dans l'espace. Voilà, peu. Pas, mais on va peu s'en servir dans l'espace. Donc, au niveau des règles de calcul sur le produit scalaire, ici, vous avez donc la commutativité. Ça veut dire que le U scalaire V et V scalaire U, c'est la même chose. La bilinéarité, ça veut dire que vous pouvez utiliser vos formules de développement dessus, que ce soit à gauche ou à droite. Et pareil pour la multiplication avec un scalaire ici. Le carré scalaire, c'est que si vous faites U scalaire U, bah, ça fait la norme du vecteur U au carré. Et vous avez toutes les identités remarquables qui sont valables pour le produit scalaire. Voilà. Donc, je ne les détaille pas. C'est vraiment la base de votre cours de première. D'accord. Produit scalaire et orthogonalité, donc ça, vous l'avez peut-être appris l'année dernière également. C'est que le produit scalaire, il sert à quoi? Il sert à déterminer si deux vecteurs sont orthogonaux. Donc, je vous rappelle que la perpendicularité, c'est pour les droites et l'orthogonalité, c'est pour les vecteurs. Enfin, ce sera pour les droites dans le plan, dans l'espace, pardon, mais du moins dans le plan, c'était comme ça. Donc, les vecteurs U et V sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est égal à 0. Donc, si vous avez deux vecteurs U et V ici, du coup, U et V sont orthogonaux si et seulement si x plus y égale 0. Et ça, il faut surtout, attention, ne pas le confondre avec votre produit en croix qui vous montrait la collinéarité. D'accord? Donc, je mets différent. J'étais en blanc la dernière fois. Différent de la collinéarité. Parce que vous vous rappelez, la collinéarité, bah, c'était toute l'histoire de produit en croix ici. Et là, bah, ce n'est pas du tout le produit en croix. Pour le produit scalaire, bah, c'est x plus y, y'. Donc surtout, essayez de ne pas confondre les deux. Ce serait dommage parce que ça ne montre pas du tout la même chose. Bon. Relation métrique dans un triangle quelconque. Donc ça, c'est une propriété qu'on a appelée formule des cosinus. Donc du coup, lorsque vous avez un triangle ici, on a noté petit c la distance AB, petit b la distance AC et petit a la distance BC. Du coup, la formule des cosinus, c'est celle-là et elle est transposable entre guillemets pour chacun des angles qu'on considère ici. Et donc ça vous donne celle-là et celle-là. Je n'ai jamais vu cette formule dans un type bac, mais du moins elle est au programme, donc vous devez l'apprendre. Ensuite, donc on arrive au vecteur normal à ligne droite. Alors bougez pas, je vais virer ma petite annotation. Voilà. Vecteur normal à ligne droite, les droites perpendiculaires. Donc on dit que le vecteur n est un vecteur normal à D si la direction de n est orthogonale à D. Ça paraît normal, c'est-à-dire que pour comparer un vecteur et une droite, vous prenez le vecteur directeur de la droite et vous comparez le vecteur directeur de la droite et le vecteur n. Voilà. Soit D la droite d'équation AX plus BY plus C égale 0. Donc là, on est toujours dans le plan. D'accord? Donc ça, c'est l'équation cartésienne de la droite. Dans un repère orthonormé, alors le vecteur n égale à
AB est un vecteur normal à la droite D. Donc ça, pareil, normalement, vous l'avez déjà vu. Vous aviez vu que le vecteur directeur, hop, c'était moins BA. C'est censé vous rappeler quelque chose. Que du moins, moins BA était un vecteur directeur de la droite. Et là, je vous dis que le vecteur normal, c'est AB. D'accord? Donc ça, normalement, enfin, du moins pour ceux qui étaient avec moi, on l'avait vu l'année dernière. C'est censé vous rappeler des choses. Donc ça, celui-là, il est directeur. Je le mets là, hop. Voilà. Je reprends mon truc. Voilà. Soit D, la droite d'équation AX plus BY plus C égale 0, et D', la droite d'équation A'X plus B'Y plus C' égale 0 dans un repère orthonormé. Les droites D et D' sont perpendiculaires si et seulement si, forcément, si les deux droites sont perpendiculaires, vous voyez mon magnifique perpendiculaire là, si les deux droites sont perpendiculaires, là, vous avez leur vecteur, je vais prendre une autre couleur, un vert, leurs vecteurs normaux. Donc ça, c'est le vecteur normal à la droite D, parce que le vecteur normal, je vous rappelle qu'il est orthogonal au vecteur directeur de la droite D. Donc ça, c'est le vecteur normal à D, et ça, c'est un vecteur normal à D'. Voilà. Et bien du coup, vous voyez que n et n', ils sont bien orthogonaux. Et du coup, j'utilise mon produit scalaire qui est égal à 0 puisque les vecteurs orthogonaux ont un produit scalaire égal à 0. Et je fais le produit scalaire des deux. Je sais que le vecteur normal à D, c'est AB. Je sais que le vecteur normal à D', c'est A'D'. Donc, si je fais le produit scalaire des deux, ça me fait AA' plus BB'. Et c'est égal à 0 puisque, enfin, c'est égal à 0 si les droites sont perpendiculaires et inversement. Voilà. Donc, on va étendre ce produit scalaire à l'espace et vous voyez que ça va... Enfin, vous allez voir du moins que ça ne va pas changer grand-chose à toutes vos formules, parce que l'unique chose qui va changer, c'est que vos vecteurs, au lieu d'avoir 2 coordonnées, ils en auront 3. Mais sinon, ça ne changera strictement rien. Donc, extension de la définition à l'espace, soit U et V de vecteurs de l'espace, il existe 3 points A, B et C tels que U égale à B et V égale à C. Il existe toujours un plan contenant A, B et C. Si vous avez 3 points non alignés, vous avez forcément un plan. On appelle produit scalaire des vecteurs U et V de l'espace le produit scalaire des vecteurs A, B et C dans le plan P. Bon. L'expression analytique du produit scalaire, si vous vous placez donc dans OIJK, orthonormé de l'espace, donc on considère U, c'est X, Y, Z, donc cette fois-ci on a 3 coordonnées parce qu'on est dans l'espace, et V, X', Y', Z', alors le produit scalaire de U et V, c'est XX' plus YY' plus ZZ', c'est-à-dire la même chose que ce qu'on a vu au-dessus, mais avec 3 coordonnées. Donc vous voyez que c'est pas la mer à boire. Bon, on baisse un petit peu. L'orthogonalité dans l'espace. Du coup, on va parler des vecteurs orthogonaux, mais dans l'espace. Vous allez voir que ça ne va pas changer grand-chose par rapport aux vecteurs orthogonaux dans le plan. Sauf que j'en avais déjà un petit peu parlé quand on avait parlé des droites qui étaient non coplanaires. Je ne sais pas si vous vous rappelez. J'avais dit que les droites, elles pouvaient être orthogonales et non coplanaires. Donc, définition, U et V sont deux vecteurs non nuls de l'espace, soit A, B et C, 3 points tels que U égale à B et V égale à C. Donc, on dit que U et V sont orthogonaux si les droites A, B et AC sont perpendiculaires. Ça paraît logique. On conviendra que le vecteur nul 0 avec une flèche est orthogonal à tous les autres vecteurs de l'espace. Donc ça, c'est juste une convention, bien évidemment. Puisque le produit scalaire avec n'importe quel autre vecteur va donner 0, donc ça veut dire qu'il est orthogonal à tous les autres vecteurs. On considère U et V deux vecteurs de l'espace. U et V sont orthogonaux si et seulement si U scalaire V est égal à 0. Ça ne change pas. En particulier, si U égale ça et V égale ça, dans le repère orthonormé, ils sont orthogonaux si et seulement si le produit scalaire que je vous ai marqué juste au-dessus qui est là, il est égal à 0. Rien de nouveau sous le soleil. Projection orthogonale sur un plan. Donc c'est là où ça va pas se compliquer non plus, mais bon, ça va, c'est subtil. Donc si on considère un plan et un point de l'espace, on appelle projeté orthogonal de M sur le plan le point M', intersection de P et de la droite perpendiculaire à P passant par M. Donc j'avais mis une figure normalement qui est... est-ce que c'est la figure 2? Non, c'est même pas la figure 2. J'avais squeezé ma figure parce que je comptais la mettre au tableau. Voilà, à l'époque. Donc du coup, si vous avez ici donc un plan, hop, donc ça c'est mon plan P, j'ai un point M qui est ici et qui est au-dessus du plan. Vous voyez, il est au-dessus. Donc pour avoir le projeté orthogonal de M sur le plan,
je trace la droite qui est perpendiculaire à P passant par M, donc une droite comme ça, qui va traverser ici là, le plan P, et ici qui va comme ça. Donc vous voyez bien que la droite verte, enfin, j'espère que vous voyez que la droite verte elle traverse le plan P, d'accord. Et du coup, ben, c'est l'intersection qui est ici, que je vais faire en rose magnifique, c'est l'intersection qui est ici, M', qui va être le projeté orthogonal de M sur le plan P. Ça va, tout est clair? Bien. Du coup, propriété, soit A, B et C, 3 points, et P, un plan contenant A et B. On note C', le projeté orthogonal de C sur P. Donc cette fois-ci, il faut voir figure 3, il n'y a pas de figure 3, mais on considère, voilà. Donc à ce moment-là, on a le produit scalaire de AB avec AC qui est égal au produit scalaire de AB avec AC'. Donc ça, c'est strictement la même chose que ce qu'on avait fait l'année dernière avec le plan. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez le projeté, que vous fassiez le produit scalaire avec le point en question ou avec son projeté, ça va être très exactement la même chose. Vous voyez? Bon. Ça, j'ai pas trop insisté dessus parce que, un petit peu comme ce que je vous avais fait au cours d'avant, vous vous rappelez, je vous avais dit que vous n'étiez pas obligé d'utiliser châle si vous vous placiez dans un repère du cube et que vous nommiez tous les points et que vous fassiez les calculs avec les points. Et bien du coup, là, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que à partir du moment où vous avez les coordonnées et vous avez moyen d'avoir des coordonnées, vous n'utiliserez que cette formule-là pour le produit scalaire et du coup, le produit projeté orthogonal, vous ne l'utiliserez pas. Voilà. C'est pour ça que je n'ai pas trop insisté dessus. Donc, vecteur normal à un plan. Application. On dit que le vecteur n est normal au plan si sa direction est orthogonale au plan P. Ça paraît logique. C'est-à-dire que si vous avez un plan P qui est comme ça, magnifique, du coup, là, mon n que je trace là, magnifique, et bien du coup, il est potentiellement orthogonal au plan. D'accord? Normal au plan. On dit que c'est normal à un plan. Tout vecteur non nul collinéaire à n est aussi un vecteur normal au plan. Bien évidemment, si je fais un autre vecteur, là, quasi le même, là, ici, donc celui-là aussi va être normal au plan. On admettra que tout plan admet des vecteurs normaux, ce qui paraît logique. On va maintenant pouvoir prouver le théorème de Laporte vu dans le chapitre des droites et plans de l'espace. Pour ceux qui ne se rappellent pas du théorème de Laporte. Hop. Ici, vous aviez une porte. Là, là, là. Ici, vous aviez le sol. Vous vous rappelez? Et donc, du coup, on vous disait que si cette droite-là, là, elle était à la fois perpendiculaire à ça, à la fois perpendiculaire à ça, et bien du coup, elle était perpendiculaire à tout le plan du sol. C'était ça le théorème de Laporte. Donc, si delta est une droite perpendiculaire en A, à deux droites séquentes d'un plan P, donc c'est ça, ce serait, du coup, je vais renommer mes trucs là. Ça, ce serait mon delta, voilà, delta, qui est perpendiculaire, je vais mettre en bleu, qui est perpendiculaire à la fois à cette droite-là, à la fois à cette droite-là, qui sont toutes les deux parties du plan du sol, d'accord? Du coup, delta est perpendiculaire au plan du sol. Voilà, donc c'est très exactement ce qui avait marqué. C'est très exactement ce qui avait marqué dans le chapitre précédent, quand on avait fait le théorème de Laporte. Donc, 8, je me mets là. Donc, corollaire. Pour montrer qu'un vecteur n non nul est normal à un plan, il suffit de montrer qu'il est orthogonal à deux vecteurs du plan non collinéaire. Donc ça va vous servir beaucoup parce que le vecteur normal au plan, ça va vous servir pour l'équation cartésienne du plan. En fait, pour l'équation cartésienne du plan, donc spoiler alert, hein, c'est le grand 4 qui est juste en dessous, pour faire l'équation cartésienne d'un plan, il va vous falloir un vecteur normal au plan et il va vous falloir aussi un point. Et du coup, pour avoir un vecteur normal au plan, il suffit de trouver un vecteur qui est orthogonal à deux vecteurs qui sont présents dans le plan et qui sont non collinéaires. Donc, la plupart du temps, le vecteur normal, on vous le donne, mais sait-on jamais, des fois, on ne vous le donne pas. Donc, pour montrer qu'une droite AB est perpendiculaire à un plan P, il suffit de montrer que AB est un vecteur normal au plan P. Ça paraît logique. Pour montrer que deux plans P et P' sont perpendiculaires, il suffit de montrer que leurs deux vecteurs normaux sont orthogonaux. Effectivement, si vous avez un plan P qui est comme ça, et vous avez un plan, alors je vais faire un plan vert, là, un plan qui est comme ça, vous voyez, et tel que ça coupe, là, vous voyez, et bien du coup, si ça c'est un vecteur normal au plan numéro 1,
enfin au plan numéro 2, et ça c'est un vecteur normal au plan numéro 1, bah, du coup ces deux vecteurs ils vont être orthogonaux forcément parce que ces deux plans-là sont aussi orthogonaux. Tac. Pour montrer que deux plans sont parallèles, il suffit de montrer que leurs vecteurs normaux sont collinéaires. Donc forcément, si vous avez deux plans qui sont parallèles, donc là si je fais un deuxième plan, là par exemple, voilà, ben, du coup les deux vecteurs normaux vont être collinéaires. Propriété, caractérisation d'un plan. Donc soit P, un plan de vecteur normal n et passant par un point A, M appartient au plan P si et seulement si AM scalaire n est égal à 0. Donc en fait, n, c'est la référence d'orthogonalité, on va dire ça comme ça, de tous les plans. Ça veut dire que si vous avez un plan, vous avez un point A qui est là, qui est dans le plan, et que vous avez un vecteur n, comme ça, qui est normal au plan, d'accord? N'importe quel point que vous allez prendre sur le plan, voire même tous les points que vous prenez sur le plan, ici, M, voilà, et bien AM sera forcément orthogonal à n, puisque n est le vecteur normal au plan, et par définition, il est orthogonal à tous les vecteurs du plan. Ça veut dire que, ça veut dire que tous les points tels que AM est orthogonal à AN, bah, ça fera partie du plan. Voilà. Donc, pour l'équation cartésienne d'un plan application. Donc, équation cartésienne du plan dans un repère orthonormé. Si on se place dans le repère OIJK orthonormé de l'espace, tout plan P de vecteur normal N, A, B, C admet une équation cartésienne de la forme AX plus BY plus CZ plus D égale 0. Alors, mon 0, il est parti là-bas. Où D appartient à R. Bah, D et ABC hein, d'ailleurs. Hein, bon. Donc en fait, comme un peu on avait vu dans le plan où quand vous aviez la droite c'était AX plus BY plus C égale 0, et vous aviez le vecteur normal à la droite qui était AB, et bien là c'est la même chose, c'est que si vous avez ABC qui est normal au plan, et bien du coup les trois premières valeurs devant X, Y et Z, et ben c'est les trois valeurs de votre vecteur. Donc ça, on verra ça en exercice, comment on trouve une équation de plan à partir du vecteur normal, etc. Parce que vous allez me dire D, on fait comment? Je l'ai décrit juste en dessous, là, mais je n'ai pas mis d'exemple. Réciproquement, l'ensemble des points M vérifiant l'équation machin avec A, B, C non nul est un plan de vecteur normal ABC. Donc, ça, c'est juste la contraposée. Du coup, je l'ai mis en dessous. Pour trouver l'équation d'un plan, il n'y a donc besoin que d'un vecteur normal qui donne A, B et C et un point. Et donc, du coup, vous remplacez, pour trouver le petit d, et ben, vous remplacez x, y et z par les coordonnées du point. Et du coup, comme l'équation du plan doit faire 0 à la fin, et ben, du coup, vous avez juste une équation pour trouver d. Et vous pouvez trouver d relativement facilement. Je mettrai quand même un exemple, mais par contre, je mettrai un exemple que dans une prochaine vidéo ou un live, quand on corrigera les exercices de géométrie dans l'espace. Je peux tout effacer, je passe à l'intersection d'une droite et d'un plan. Donc, pour l'intersection d'une droite et d'un plan, on va déjà faire la théorie, après on fera la pratique. Donc, on considère une droite D de vecteur directeur U et P un plan de vecteur normal N. Donc, il y a trois cas possibles pour la position relative de la droite et du plan. Soit la droite traverse le plan. Et donc, dans ce cas-là, mon vecteur directeur U qui est sur ma droite et mon vecteur N qui est normal au plan, leur produit scalaire est différent de 0, ils ne sont pas du tout orthogonaux. D'accord? Donc, produit scalaire différent de 0. Donc, ça, c'est le cas numéro 1, et c'est le seul en fait qui est dans ce cas-là. Si vous avez U et N dont le produit scalaire est différent de 0, vous aurez forcément une intersection de la droite et du plan. Dans le cas où n scalaire u est égal à 0, ça veut dire que n et u sont orthogonaux, et donc là vous avez deux possibilités, c'est soit d appartient au plan, soit d est parallèle au plan. Et dans ce cas-là, ils n'ont pas de point commun. Donc du coup, à partir de ce constat-là, on va pouvoir, je vais vous donner deux exemples de méthodologie, donc dans un premier temps pour le point d'intersection. Donc si vous considérez par exemple le plan qui est là, magnifique, et D qui est là, magnifique. Donc dans un premier temps, vous déterminez N et U. Le produit scalaire de N et U, c'est la première chose que vous allez faire. Donc N, 2, moins 1, 3, 2, moins 1, 3 est normal à P. Et votre vecteur directeur de D, donc ça on l'a vu dans le chapitre précédent, c'est 1, 1, 2. Donc les trois chiffres qui sont devant les T. D'accord? Je fais le produit scalaire de N et U. Pardon, donc je fais 2 fois 1 plus moins 1 fois 1 plus 3 fois 2, et ça me fait 7. Tout ça. C'est différent de 0. Je l'ai marqué en dessous. Donc D est séquente au plan.
pour trouver l'intersection de P et de D, on remplace X, Y et Z de P par ceux de la droite. Alors, quand je dis la droite, ce n'est pas la droite et la gauche, hein, c'est la droite, celle-là, là, par la droite D. D'accord. Donc, à la place, je crois que j'ai un mode surligneur là, voilà. À la place de ce X, de ce Y et de Z, eh ben, je vais mettre ça. Donc, du coup, je reprends très exactement P, là. Vous voyez, j'ai repris très exactement ce truc-là. Sauf que mon X, ben, j'ai mis moins 2 plus T à la place, qui est là. Mon Y, ici, ben, j'ai mis très exactement le Y qui est là. Et le Z, qui est là, et ben, du coup, j'ai mis 2T à la place. Voilà. Donc, je développe tout. Ça me fait ça. Là. Et ensuite, j'additionne les T ensemble, les pâtés ensemble. Ça me fait donc 7T moins 7 égale 0. Et donc, du coup, si je passe le 7 de l'autre côté, ça me fait 7T égale 7 et ça me fait donc T égale 1. Et une fois que j'ai T égale 1, ben, du coup, je peux remplacer mon T dans l'équation de D pour trouver l'intersection. Donc, je reprends très exactement D ici, sauf que je remplace tous les T par 1. Donc, ça fait moins 2 plus 1 plus 1 et 2 fois 1. Et ça me fait donc moins 1, 2, 2, et qui sont les coordonnées du point d'intersection. Ça, c'était le cas numéro 1. Et donc, maintenant, je vais faire le cas numéro 2 et 3 avec le n scalaire U égale 0. Alors, j'efface tout et je baisse. Voilà. Donc ici, on considère P 4x plus 3y plus z plus 5 égale 0 et D x égale 2 plus t, y égale moins 1 moins t et z égale à moins t. On a donc n, bah, c'est 4, 3, 1 et on a u, c'est 1, moins 1, moins 1. D'accord ? Le produit scalaire, on fait 4 fois 1, 3 fois moins 1 et 1 fois moins 1, et ça fait 0. Magnifique. Ça veut dire que soit D appartient au plan, et dans ce cas-là, il y a une infinité de points communs qui est la droite D, soit il n'y a aucun point commun puisque D est parallèle au plan. Du coup, on prend un point du plan. Donc pour prendre le point du plan, c'est simple. Hein, je prends le point qui est là. Ça, c'est mon point A. Donc 2 moins 1, 1, c'est un point de D, puisqu'il est directement donné dans l'énoncé. Et on cherche à savoir s'il appartient au plan. On remplace x, y et z par les coordonnées de A. Donc, le x, y et z, c'est le x, y et z du plan. Puisqu'on veut savoir si le point il appartient au plan. Donc, on remplace ce x, je vais reprendre mon surligneur, on remplace ce x, ce y et ce z par les coordonnées de A. Et donc, du coup, je les ai là. Tac, tac. Ah oui, là, je l'ai mis directement parce que du coup, c'est plus Z. Voilà. Ça. Et donc, du coup, ça me fait 11 et ça ne me fait pas 0. Si le point, il avait appartenu au plan, ben, du coup, ça m'aurait fait 0 à la fin. Or là, ça ne me fait pas 0. Donc, ça veut dire que A n'appartient pas au plan et donc les droites sont parallèles, n'importe quoi. Je modifierai ça avant de vous l'envoyer. Ça veut dire que D et P sont parallèles. Je pouvais même le noter parce que je suis un petit peu de vide. D et P sont parallèles. Voilà. Donc, remarque, si le résultat aurait été, comme c'est moche, regardez surtout pas ça. Regardez pas. Voilà. Si le résultat avait été 0, le point A aurait appartenu au plan et la droite aurait été confondue dans le plan. Voilà. Du coup, je baisse. Donc, intersection de deux plans, maintenant. Donc, pour l'intersection de deux plans, il y a également 3 cas possibles. Donc, dans le premier cas, on considère la collinéarité des vecteurs. Donc, si n et n' ne sont pas collinéaires, ça veut dire que forcément, les deux plans vont être séquents et que du coup, leur intersection, ce sera une droite D que vous allez devoir déterminer. Bon. Si n et n' sont collinéaires, du coup, vous avez 2 possibilités. C'est soit les deux plans sont confondus et c'est pour ça que les vecteurs sont collinéaires, soit les deux plans sont parallèles et du coup, il n'y a pas d'intersection, etc. Bon. Du coup, je vous fais 2 exemples. Je laisse un petit peu pour le premier exemple qui est un peu long. Voilà. Hop.
Déterminer la position relative de P1, 2, moins 1, bidule chouette, et P2, bidule, bidule, bidule. Alors, N1, c'est donc les coordonnées de mon premier vecteur normal, donc 2, moins 1, moins 2, 2, moins 1, moins 2, qui est vecteur normal à P1. Et N2, c'est moins 1, 4, 1, qui est vecteur normal à P2. Si N1 égale KN2, alors 2 est égal à moins 1 fois K. C'est là, vous voyez que là, j'ai mis N1, voilà, et que là, j'ai mis N2, là. Bon. Et du coup, quand vous résolvez, ça me donne 2 sur moins 1 quart et moins 2 sur 1, donc ce n'est pas du tout les mêmes cas. On ne retrouve pas le même cas, donc les vecteurs ne sont pas collinéaires. Donc ça veut dire que je suis forcément dans ce cas-là et que j'ai une intersection entre les deux. Et donc maintenant, il s'agit de déterminer l'intersection. Donc les plans sont séquents, déterminant l'équation de leur droite d'intersection. Il faut résoudre le système, donc P1, P2, Z égale T. Donc ce sera toujours ce système-là, d'accord? Donc ça, il faut l'apprendre par cœur. Alors c'est une méthode comme une autre, mais moi je vous la conseille. Hop là. Donc du coup, voilà, on prendra toujours Z égale T en dernière ligne. Je pourrais vous l'expliquer, mais ce serait trop long, et en plus vous ne le retenez jamais, donc contentez-vous de retenir ça. Pour trouver X et Y en fonction de T. Donc là, j'ai réécrit P1, qui est là, avec le égal à 0 à la fin. Là, j'ai écrit P2, avec le égal à 0 à la fin. Et là, j'ai écrit le Z égale T. Puisque Z égale T, je remplace donc mes Z, là, par T. Puisque Z égale T. On est d'accord? Du coup, un petit peu comme dans vos résolutions d'équations classiques, du coup, il y a une des lignes où je vais isoler l'une des variables. Donc là, j'aurais pu ici passer le Y de l'autre côté pour l'isoler, mais ne me demandez pas pourquoi. J'ai pris le X qui était ici, je l'ai passé de l'autre côté, et du coup, ça m'a donné X égale 4Y plus T moins 3. D'accord? Donc du coup, le X qui est égal à 4Y plus T moins 3, je l'ai remplacé ici. Parce que ici, j'avais un X. Et du coup, j'ai remplacé donc le là par 4y plus t-3. Je crois que j'ai dit 4x avant, mais c'est pas grave. Donc, je développe tout. Ça me fait 8y plus 2t moins 6 moins y moins 2t moins 1 qui était déjà là égale 0. Et quand je résous les 2t, ils s'en vont. Tac, tac. Il me reste 8y moins y qui me fait 7y et moins 6 moins 1 qui me fait moins 7. Et du coup, donc, les deux lignes du dessous n'ont pas bougé, hein, vous voyez, tout du long. Et donc après, j'ai 7y égale 7, et donc y égale 1. Et donc ici, comme j'ai y égale 1, je vais encore changer de couleur orange, et je vais mettre du surligneur, voilà. Ici, comme j'ai y égale 1, et qu'ici j'ai un y, je vais remplacer mon y par 1. Et du coup, en remplaçant mon y par 1, j'ai t, et donc là j'avais 4 moins 3, donc ça fait plus 1. Et donc j'ai y, ici j'ai donc x, je l'ai remis dans le bon ordre en fait, hein. Ici, j'ai mon x en première ligne qui est égal à t plus 1. Ici, j'ai mon y qui est égal à 1 et mon z égale t tout à la fin. Et ça, c'est l'équation de la droite d'intersection entre le plan P1 et P2. En dernier, donc j'ai l'exemple pour déterminer la position relative de P1 et P2, les deux autres que je vous ai donnés. D'accord? Et ce sera fini après. Déterminer la position relative de P1 3x machin et P2 moins 6x bidule. Du coup, toujours pareil, les vecteurs normaux, 3, moins 1, 2 et moins 6, 2, moins 4. Je fais la collinéarité. Donc là, je fais mon petit calcul de collinéarité. Je vois que c'est le même K, c'est-à-dire K égale moins 1 demi. Donc, je n'ai pas fait la simplification, mais bon, 3 sur moins 6, moins 1 demi, on sait que c'est la même chose quand même, je pense. Bon. Du coup, on trouve le même K, donc les vecteurs sont collinéaires. Ensuite, du coup, là, j'ai fait donc N1 égale KN2. Donc, je sais que N1, il est égal à moins 1 demi de N2. Du coup, je vais multiplier P2 en entier par K. Donc, si je fais K fois P2, j'ai donc moins 1 demi fois P2. J'ai remis direct le P2 en entier. Et ça doit faire, c'est censé être égal à 0. D'accord? Donc, si je fais ça, du coup, j'ai développé ici, et j'ai donc 3x moins y plus 2z moins 7 demi égale 0. J'ai tout développé. Et quand je développe tout, je m'aperçois que ça, le début est identique à P1, mais pas le dernier terme. Vous
voyez, pas le petit d. Donc, ça veut dire que P1 et P2 ne sont pas confondus. Donc, s'ils ne sont pas confondus, ça veut dire qu'ils sont parallèles. Si ici, j'avais trouvé -3, et ben, du coup, j'aurais dit que K fois P2, c'est égal à P1. Donc, du coup, les plans sont superposés, c'est-à-dire sont confondus et qu'ils ne sont pas parallèles. Mais ici, comme je n'ai pas trouvé le dernier, et ben, du coup, ça veut dire qu'ils sont parallèles. Pfiou, voilà, nous avons terminé le chapitre de géométrie dans l'espace. Du coup, je vais vous donner des exercices à faire et surtout ça à digérer pendant tout le week-end. Et donc, la semaine prochaine, on attaque différents exercices. Déjà, on va travailler un peu sur les plans de manière indépendante et après, on parlera des intersections, etc. Et du coup, on aura largement le temps de travailler une bonne semaine et demie dessus, je pense. Donc, prenez vraiment votre temps pour assimiler tout ça. Et je vous souhaite encore une fois bon courage pour toutes ces révisions.